Haïti. Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 25 octobre 2023, bonjour et bienvenue, ciel nuageux sur Bamako, où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 23 degrés affichés en ce moment pour une maximale de 38 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, balai diplomatique hier à Koulouba, où 4 nouveaux ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État. Il s'agit des ambassadeurs du Sénégal, de Guinée, de Turquie et de Mauritanie. Tous sont appelés à œuvrer au renforcement des relations entre le Mali et leurs pays respectifs. Le point dès le début de cette édition. Autre titre de l'actualité de ce 25 octobre 2023, la société EDM SA fait face à d'énormes problèmes de gestion, de production, de transport et de commercialisation. Et cela malgré les efforts financiers importants de l'État, d'où l'urgence d'adopter un plan de redressement pour soulager les populations. Voilà ce qu'a déclaré hier en substance le ministre de l'Énergie et de l'Eau pour expliquer en partie la persistance des délestages. Dans une interview exclusive accordée à l'ORTM, Mme Bintou Kamara explique les raisons fondamentales des coupures d'électricité et les solutions qu'elle préconise à moyen, court et long terme. Et puis la chronique de l'environnement dans le rendez-vous du mercredi à Guibou Koulibaly revient aujourd'hui sur une initiative importante au Mali. Il s'agit du réseau des écoles associées à l'UNESCO, un réseau qui œuvre activement pour prévenir et lutter contre les effets des changements climatiques au Mali. Enfin en sport football, le championnat national de Ligue 1 saison 2023-2024 tarde à démarrer. Son démarrage a été programmé et reporté à 2 reprises. Quelles sont les causes et les conséquences de ce retard à l'allumage? Ali Matina a rencontré notre confrère Babassi Souma qui nous propose son analyse. Enfin, nous évoquerons sur le continent les quarts de finale de la nouvelle compétition de la CAF, c'est-à-dire la Ligue africaine de football qui a démarré hier, et la Ligue européenne des champions avec le démarrage hier également de la 3e journée des matchs de poule. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, 4 nouveaux ambassadeurs ont présenté hier leur lettre de créance au président de la transition, colonel Assimi Goïta. Ils viennent du Sénégal, de Guinée, de Turquie et de Mauritanie. Tous sont appelés à œuvrer au renforcement des relations entre le Mali et leurs pays respectifs, coopération qui touche quasiment tous les domaines. Ibrahima Traoré. Agenda diplomatique à la présidence de la République ce mardi. 4 nouveaux ambassadeurs présentent leur lettre de créance au chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Le premier est Moustapha Ndour, ambassadeur du Sénégal. J'ai l'honneur de remettre à votre Excellence, en même temps que les lettres de rappel de mon prédécesseur, celles par lesquelles son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, a bien voulu m'accréditer auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Il est géographe et diplomate de carrière. Jusqu'à sa désignation au Mali, Moustapha Ndour représentait son pays en Mauritanie. Il a servi comme ministre conseiller et premier conseiller en France, au Brésil et 2e conseiller au Cameroun. L'ambassadeur Ndour a occupé aussi plusieurs postes de responsabilité au ministère sénégalais des Affaires étrangères. Formateur et coordinateur de la section diplomatie de l'ENA du Sénégal, il a été également professeur d'histoire et géographie dans plusieurs lycées de son pays. Depuis 2006, il est détenteur d'un brevet de l'ENA du Sénégal. Il est titulaire aussi d'un certificat d'aptitude de l'enseignement secondaire de l'École normale supérieure de Dakar et d'un DEA
option géographie physique, obtenue à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le nouvel ambassadeur de Guinée au Mali s'appelle Abdoulaye Fofana. Il est diplômé de l'université de Conakry, option économie philo. J'ai l'honneur de remettre à votre Excellence, en même temps que les lettres de rappel de mon prédécesseur, celles par lesquelles son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition de la République de Guinée, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Depuis février 2022, il est ministre conseiller chargé d'affaires par intérim à l'ambassade de Guinée à Bamako. Dans son pays, il a occupé plusieurs fonctions au ministère en charge de la coopération internationale, directeur général des organisations internationales, directeur général Amérique, Europe, Océanie, directeur général Asie-Afrique, directeur national de la coopération internationale, entre autres. Abdoulaye Fofana a été plusieurs fois président du groupe d'experts guinéens lors de grandes commissions mixtes de coopération ou de négociations intergouvernementales. Durant sa carrière, il a parcouru l'Afrique et le monde entier pour suivre des stages de formation et séminaires dans différents domaines, coopération internationale et gestion des projets de développement, diplomatie, relations économiques internationales, négociations internationales ou encore management de l'administration publique. Efe Ceylan est le nouvel ambassadeur de Turquie au Mali. Il était consul général de son pays depuis 2019 à Thessalonique, en Grèce. J'ai l'honneur de remettre à votre Excellence, en même temps que les lettres de rappel de mon prédécesseur, celle par laquelle son Excellence M. Recep Tayyip Erdoğan, président de la République de Turquie, m'a accrédité auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Il a servi dans plusieurs missions diplomatiques turques, notamment auprès des Nations Unies aux États-Unis, dans les ambassades turques en Irak, en Italie, en République démocratique du Congo. Après son service militaire en Turquie, l'ambassadeur Ceylan a été 3e secrétaire à la direction générale du Conseil de l'Europe et des droits de l'homme. Il est détenteur d'une maîtrise en relations internationales obtenue à l'université de Galatasaray. Cheikhna Neni Moulay Zeyn est désormais l'ambassadeur de Mauritanie au Mali. Il est communicateur, homme politique et diplomate de carrière. J'ai l'honneur de remettre à votre Excellence, en même temps que les lettres de rappel de mon prédécesseur, celles par lesquelles son Excellence, M. Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Jusqu'en février 2023, il était ambassadeur de Mauritanie auprès de l'UNESCO et de l'OIF. Il a auparavant été ambassadeur au Sénégal, au Niger et consul général de Mauritanie à Dakar. Cet ancien directeur général de l'Agence mauritanienne d'information a été membre du conseil d'administration de la radio et télévision de Mauritanie avant d'être PDG de la chaîne privée Radio Nouakchott. L'ambassadeur Zeyn a aussi présidé l'Association nationale de la presse indépendante et enseigné à l'École nationale d'administration de la magistrature et du journalisme. Il est titulaire d'une maîtrise en relations internationales obtenue à l'Université de Nouakchott ou encore d'un diplôme de l'Institut des études de défense nationale de Paris. 4 diplomates accrédités avec un objectif commun, œuvrer au renforcement de la coopération entre le Mali et leurs pays respectifs. Sur un autre registre à présent, la semaine commerciale du Mali s'est ouverte hier. Occasion pour le Premier ministre de mettre l'accent sur le consommé local, un concept qui appelle à privilégier la production et la consommation de nos matières locales pour mieux booster l'industrialisation de notre pays. C'est pourquoi le Premier ministre a lancé un appel aux Maliens pour une fréquentation assidue des stands afin d'encourager le consommé local. Nous l'écoutons au micro de Alousseni Touré. Pendant 2 semaines, pendant cette exposition, vous aurez également des conférences débats sur des thèmes en lien avec l'événement. Il s'agit des thèmes relatifs au mode de financement pour le développement et la valorisation des filières porteuses, à l'amélioration de la consommation des produits locaux à l'heure de la zone de libre-échange continentale africaine, à la stratégie pour la réduction de la dépendance de notre pays aux importations des produits agroalimentaires. J'ose espérer, mesdames et messieurs, que des échanges féconds sur les thèmes d'actualité déboucheront sur des recommandations qui guideront l'action du gouvernement dans les mois et les années à venir en faveur de la promotion et le développement du secteur privé, qui doit être, pas seulement dans les discours, mais dans les faits, le moteur de l'économie nationale. Je voudrais lancer un appel à la population malienne, notamment à celle de la ville de Bamako et ses environs,
à venir massivement visiter cette foire commerciale pour connaître davantage les produits made in Mali et soutenir la production et l'économie nationale. C'est avec le soutien des Maliennes et Maliens que de nouveaux emplois pourraient être créés, que davantage de richesses seront créées pour la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie de la population en général et des femmes et des jeunes en particulier. Voilà le Premier ministre Choguel Kokala Maïga lors de l'ouverture de la semaine commerciale du Mali, les propos recueillis par Alousseni Touré. Je vous l'annonçais en titre, face à la persistance des délestages, le ministre de l'Énergie et de l'Eau nous a accordé une interview exclusive. Madame Bintou Kamara explique les raisons fondamentales des coupures d'électricité et les solutions qu'elle préconise à moyen, court et long terme. La société EDM SA fait face, selon elle, à d'énormes problèmes de gestion, de production, de transport et de commercialisation. Et cela malgré les efforts financiers importants de l'État. D'où l'urgence d'adopter un plan de redressement pour soulager les populations. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien avec Yaya Konati. Le problème qui se pose, c'est que la quantité de puissance installée, si toute cette quantité était vraiment utilisée, il n'y aurait pas de problème d'électricité au Mali. Mais malheureusement, pour que cette quantité soit utilisée, il faut quand même du carburant. Et parce que le problème de EDM, c'est que EDM, dans sa gestion, a minimisé, pratiquement laissé tomber tout ce qui est hydroélectricité, tout ce qui est solaire, et s'est mis dans les thermiques. Les thermiques utilisent beaucoup de carburant, surtout le fioul et également le gasoil. Et aussi, on a constaté que malheureusement, EDM même a délaissé le fioul, malgré que les deux grosses centrales de Sirakoro et de Balengue doivent fonctionner au fioul. Ce fioul a été délaissé au profit du gasoil. Bon, cela se comprend avec tout ce qu'on a mené au niveau de EDM comme contrôle. C'est que ce fioul, quand ça vient, c'est uniquement utilisé par EDM. Donc, il n'y a pas de fraude sur l'utilisation possible là-dessus. Alors que les gasoil, alors là, c'est à boire et à manger. Parce que le gasoil qui vient, normalement, c'est exonéré déjà par les autorités pour que EDM puisse profiter du gasoil moins cher que le prix à la pompe. Mais malheureusement, on constate que souvent ces ruptures sont provoquées par les agents de EDM eux-mêmes. Comment c'est provoqué? Nous avons mis en place un système de gestion et de contrôle. Ce contrôle porte sur les fournitures de citernes qui arrivent au niveau des EDM. Parce que quand les citernes arrivent au niveau des EDM, tout est centralisé au niveau de la centrale de Balengue. Balengue qui est à côté tout près. Et maintenant, c'est à partir de Balengue qu'il y a un dispatching vers les autres centrales, surtout au niveau de Bamako et souvent dans les régions. Maintenant, on a constaté quoi? C'est-à-dire que quand ces citernes-là arrivent, c'est enregistré au niveau de Balengue. Et souvent, quand on fait les dispatching, par exemple, pour aller, on met 2 citernes sur Dar Salam. En cours de route, il y a une citerne qui disparaît. Ou bien les 2 citernes disparaissent. Donc, ce sont ces manquants qu'on a constatés comme cela. Et ces manquants, nous, on les qualifie de vol. Et ces manquants, sur 4 jours seulement, nous avons constaté qu'il y a 59 citernes, c'est le chiffre exact, qui ont disparu entre Balengue et les différentes centrales de Bamako. Alors, qu'est-ce que ce carburant, il devient au fait, Madame le ministre? Bon, ce carburant souvent est revendu dans certaines stations de la place. Ce carburant souvent est revendu également aux industries à des prix moins chers, etc. Et ce carburant aussi, et bien sûr, s'il y a les chauffeurs, il y a aussi les agents des EDM qui sont complices. Donc au niveau des EDM, il y a des vols sur les carburants, il y a les vols sur les facturations. Et également, on n'a pas encore fini, mais on a constaté par exemple sur les facturations, sur un seul fournisseur, sur 2 mois seulement de contrôle, nous avons constaté qu'il y a 1,6 milliard de facturations complémentaires, supplémentaires à ce niveau. Et sur un deuxième fournisseur, uniquement sur l'année 2022, nous avons constaté 52 factures supplémentaires pour un montant de 18 milliards surfacturés. Et là, c'est uniquement sur 2 fournisseurs. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que EDM
à 800 fournisseurs. 800 fournisseurs au niveau de EDM, à qui aujourd'hui EDM doit plus de 600 milliards. Les premières mesures, ça doit d'avoir les sanctions. Parce que si quelqu'un faute à ce niveau, il faut quand même qu'il y ait une sanction derrière. Cette sanction, elle sera faite. Ça, c'est sûr. Voilà, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Mme Bintou Kamara à l'instant, elle expliquait au micro de Yaya Konaté dans une interview exclusive à l'ERTM les innombrables problèmes de gestion, de production, de transport et de commercialisation auxquels la société EDM SA est confrontée, malgré des efforts financiers importants de l'État. Le ministre a également développé des pistes de solutions à cette crise. Autre volet de l'actualité nationale, face aux grands défis actuels de la nation, le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration a rencontré hier après-midi le réseau des communicateurs traditionnels Recotrade. 3 points étaient à l'ordre du jour de cette entrevue. La situation socio-sécuritaire du pays, les efforts du gouvernement pour la paix, la réconciliation et le bien-être des Maliens et la situation de l'énergie. Le point avec Abdul Karim Kaba. Ces quelques mots prouvent à suffisance l'importance et la valeur de cette rencontre du ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration avec le réseau des communicateurs traditionnels Recotrade. Il faut être soudé pour faire face à l'insécurité. Le Mali est et restera notre nation, c'est pourquoi il a besoin de tous ses fils. Alhamdou Ag Ilien, ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration. Le Mali qui est en guerre avec lui-même, le Mali qui est en guerre avec des terroristes, le Mali qui est en guerre avec des forces qu'on ne connaît même pas. Ce sont les enfants du Mali aujourd'hui qui se battent entre eux. Ce sont des étrangers qui viennent se battre au Mali. Ce sont des terroristes étrangers qui viennent se battre au Mali. Et je pense que nous avons besoin de nous souder. Quand la maison est attaquée, on se soude de l'intérieur pour défendre la maison. Et vous êtes les premiers soldats au front. Il ne faut pas faire en sorte qu'on porte atteinte à notre pays. C'est un grand et beau pays. Concernant les efforts des autorités de la transition, Alhamdou Ag Ilien est revenu sur les grandes actions et les perspectives. Pour porter le message de l'unité, de l'union, de la paix et de la sécurité. Pour cela, il faut aussi que vous nous aidez à éviter l'amalgame. Moi, j'entends beaucoup de gens qui disent que c'est un problème touareg, d'autres qui disent que c'est un problème d'arabe, d'autres qui disent que c'est un problème peul, d'autres disent que c'est un problème de nordistes et de sudistes. Non, c'est un problème du Mali tout simplement. Donc, il faut vraiment que vous nous aidiez à unir les gens. Le deuxième point, c'est de nous aider à sensibiliser les gens pour qu'ils se méfient de cette culture de la violence qu'on veut imposer à notre peuple. Le troisième, c'est éviter l'amalgame. Nous n'avons pas l'aide publique au développement, nous est coupée. Les ONG sont partis. Tout ça, c'est fait exprès. Mais les Malitiens, on paye les salaires, on fait de peu de choses. Donc là aussi, il faut sensibiliser les gens. Les réseaux des communicateurs traditionnels entendent matérialiser le message des autorités de la transition en portant la voix du gouvernement et en sensibilisant la population. Hamadou Ndagamaïssa, vice-président du Recotrade. Le message que vous venez de dire, le message va passer. Et ce que je demanderai aux fidèles du Recotrade, les membres du Recotrade ici présents, on doit faire ce qu'on a trouvé avec nos pères et nos grands-pères et nos ancêtres. Être nous-mêmes, être fidèles. S'il s'agit de griots, c'est que la noblesse est là. C'est qu'il y a un État, il y a un village, il y a une région. Et on doit sauver le Mali. Cette rencontre avec le réseau des communicateurs traditionnels est un geste fortement apprécié par les autres. D'où l'engagement solennel des maîtres de la parole à mériter cette confiance en accompagnant le gouvernement dans toutes ses initiatives. Un mot d'actualité à l'étranger à présent et direction Mauritanie où le procureur a requis 20 ans de prison ferme avec confiscation de ses biens contre l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz, poursuivi pour enrichissement illicite, abus de pouvoir et blanchiment d'argent. Mohamed Ould Abdelaziz se serait constitué un patrimoine et un capital de 67 millions d'euros au moment de son inculpation en mars 2021. Le procureur a également requis 10 ans de prison ferme contre 2 premiers ministres et 2 ministres de l'ancien président. La Cour va à présent suivre le plaidoirie de la défense avant le verdict final. Présidentiel au Libéria, les résultats définitifs confirment un second tour entre George Weah et Joseph Boakai. C'est ce qui ressort des résultats définitifs annoncés hier par la commission électorale. Environ 7000 voix séparent les deux hommes. George Weah a recueilli 43,83% des voix
et Joseph Boakai, 43,44% lors du premier tour de la présidentielle. La course est désormais ouverte pour récupérer les voix des candidats éliminés au premier tour. Sur les 18 outsiders, aucun ne dépasse les 3%. En Algérie, 38 personnes ont été condamnées à mort en appel pour un lynchage en 2021. Le meurtre de Jamel Ben Saïd, artiste peintre pris par erreur pour un pyromane, avait soulevé une vague d'indignation dans tout le pays. Ces condamnations seront commises en prison à vie car un moratoire sur l'application de la peine de mort est en vigueur en Algérie depuis 1993. Sur les 94 personnes jugées dans le cadre de cette affaire, outre les 38 peines de mort, la Cour a acquitté 27 personnes et condamné les autres à des peines allant de 3 à 20 ans de prison ferme. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé hier devant le Conseil de sécurité les violations du droit international humanitaire. Le patron de l'ONU a plaidé pour un cessez-le-feu humanitaire immédiat au 18e jour de la guerre entre Israël et le Hamas. Antonio Guterres s'est en effet dit profondément inquiet concernant les claires violations du droit international humanitaire que nous voyons à Gaza. Soyons clairs, aucune partie à un conflit armé n'est au-dessus du droit humanitaire international, a-t-il insisté, sans mentionner Israël. Des ministres et diplomates de dizaines de pays étaient réunis hier au siège de l'ONU. L'aide internationale a commencé à arriver au compte-gouttes depuis samedi à Gaza, mais en qualité très insuffisante selon l'ONU. La page sport dans un instant. Oui, une page sport traditionnellement animée les mercredis par Aridjou Matina. Bonjour Aridjou Matina. Bonjour Omar Moussa. Alors, on le sait, le championnat national saison 2023-2024 n'a pas encore débuté. Le démarrage qui était prévu a été reporté à 2 reprises. Justement, le public sportif malien, plus précisément les amoureux du ballon rond, supporters, journalistes, dirigeants et joueurs, s'impatientent encore. Tout le monde attend le démarrage de notre championnat national saison 2023-2024. Pour connaître les causes de ce retard, nous avons joint au téléphone Baba Sissouma, directeur de publication du journal Match. Il répond aux questions de Amissa Konati. C'est l'absence de stade à Bamako. Également, il y a ce grand souci sur certaines pelouses de l'intérieur du pays. Le stade Lamine Konaté de Kita est pratiquement impraticable. Il faut réfectionner la pelouse. Idem pour la pelouse du stade Moussa Diakité Utia de Bouni. Il ne reste pratiquement que le stade Amaridaou de Ségou. C'est pour cela que le championnat est en retard. On attend certainement dans une dizaine de jours, maximum 2 semaines, pour voir finir le stade Mamadou Konaté. Peut-être même que la pelouse du 26 mars sera en tout cas libérée. Des conséquences, il y en aura forcément, mais notre interlocuteur du jour se veut tout de même rassurant. Baba Sissouma, directeur de publication du journal Match, répond toujours aux questions de Amissa Konati. Ce retard peut avoir des conséquences parce que le championnat va prendre beaucoup de semaines de retard. La première conséquence, ça va concerner le stade malien qui n'aura pas quand même assez de matchs officiels dans les jambes. Alors, le programme peut être infernal, c'est-à-dire jouer 2 matchs par semaine. Un autre aspect qui peut combler ce retard, c'est le mois de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et au-delà de tout cela, la CAF qui pourra prolonger la fin des compétitions nationales, puisque l'année CAN, ça prend 1 mois de compétition. Donc je crois qu'il n'y a pas de feu à la demeure. Signalons que 16 clubs sont sur la ligne de départ du championnat national saison 2023-2024, un championnat à l'issue duquel 4 clubs vont descendre en 2e division. Aridjouba, sur le continent à présent, les quarts de finale de la nouvelle compétition de la CAF, c'est-à-dire la Ligue africaine de football, ont démarré hier et la première affiche des demi-finales est connue. Oui, les 2 premiers quarts de finale de cette nouvelle compétition ont vu les qualifications des Égyptiens d'Al-Ahly et les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns pour le dernier carré. Fort de sa victoire 2-0 à l'aller en terre angolaise, Mamelodi Sundowns a fait le nul 0-0 au retour hier à domicile, un score suffisant pour passer.
Il en est de même pour Al Ahly d'Égypte, le club de notre compatriote Alou Dieng, qui avait fait match nul à l'aller 2 buts partout en déplacement contre Simba de la Tanzanie, de notre joueur malien Sadio Kanouti. Au retour hier au stade international du Caire, les deux formations ont fait match nul 1-1, c'est le Malien Sadio Kanouté, l'ancien joueur du Stade Malien de Bamako, qui a marqué le but de Simba. Mais comme le but marqué à l'extérieur compte toujours double dans les compétitions de la CAF, Al Ahly d'Égypte se qualifie ainsi pour les demi-finales et affrontera Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. S'agissant des 10 derniers quarts de finale initialement programmés ce mercredi, ils se joueront finalement demain. L'Espérance sportive de Tunis, battue 1-0 à l'aller, reçoit le tout-puissant Mazembe de la RD Congo, et le Wydad Casablanca du Maroc accueille Enyimba Daba du Nigeria. Pour terminer à Radio Matina, je vous propose d'évoquer la Ligue européenne des champions. Démarrage hier soir de la 3e journée des matchs de poule. Ainsi, l'on a joué dans les groupes A, B, C et D. Le Bayern Munich, grand favori du groupe A, s'est imposé en déplacement chez Galatasaray d'Istanbul 3-1 et compte désormais 9 points, 3 matchs, 3 victoires dans le groupe. Même groupe A, Manchester United s'est relancé avec 3 points après sa victoire 1-0 sur FC Copenhague du Danemark. Groupe B, Arsenal s'empare de la tête avec 6 points. Hier, les Gunners se sont imposés 2-1 en Andalousie face au FC Séville. Groupe C, le Real Madrid domine les débats, 3 matchs, 3 victoires. Hier, les Madrilènes en déplacement ont battu 2-1 le Sporting Braga du Portugal de notre compatriote Sikou Niakate. Et groupe D, victoire de la Real Sociedad, l'équipe du capitaine des Aigles du Mali, Amari Traoré, et également victoire de l'Inter à Milan, respectivement face au Benfica, Lisbonne et Red Bull Salzbourg. La Real Sociedad et l'Inter Milan comptent chacun 7 points. Fin de cette 3e journée des matchs de poule ce mercredi. Merci beaucoup, Radio Matina. Chronique de l'environnement. Dans le cadre de la chronique de l'environnement en rediffusion, nous revenons aujourd'hui sur une initiative importante au Mali. Il s'agit du réseau des écoles associées à l'UNESCO, un réseau qui œuvre activement pour prévenir et lutter contre les effets des changements climatiques au Mali. Agibou Koulibaly pour les détails. Le réseau des écoles associées à l'UNESCO est une initiative mondiale qui promeut une éducation de qualité et transmet des valeurs essentielles telles que la paix, la compréhension intellectuelle et le respect de l'environnement. Thiemoko Dambélé est le coordinateur national du réseau des écoles associées à l'UNESCO du Mali. Le réseau est créé depuis 1953. C'était pas au départ un réseau, mais c'est devenu réseau par la suite compte tenu de l'importance des adhésions des écoles et au niveau international. Aujourd'hui, ce réseau est structuré, comme depuis 1953, ça a évolué au fil du temps. Et aujourd'hui, c'est l'un des plus grands réseaux du monde qui compte plus de 12 000 écoles avec diverses activités de réalisation pour faire face aux effets des changements climatiques, entre autres, mais pour promouvoir le développement durable, l'éducation à la citoyenneté mondiale et faire face aussi à l'interculturalité, tout ce qui favorise la paix et la stabilité au niveau mondial. Au Mali, ce réseau compte plus de 160 écoles membres qui se sont engagées à sensibiliser les élèves aux enjeux environnementaux et à lutter activement contre les effets des changements climatiques. Ici, nous avons travaillé sur les questions des changements climatiques dans 10 écoles qui ont assez travaillé et ont développé beaucoup d'actions que nous sommes en train de vulgariser. Mais avec la pandémie de 2019, il y a eu un ralentissement de nos élans. On avait fait quand même un peu l'inventaire à travers les ressources documentaires qui sont disponibles. Il y a 732 écoles déclarées au Mali comme membres du réseau des écoles associées de l'UNESCO. Concrètement, les écoles membres du réseau au Mali mènent diverses actions. Elles organisent des campagnes de sensibilisation pour informer les élèves et la communauté locale sur les problèmes environnementaux. Des projets de reboisement sont également en cours, contribuant à la préservation des écosystèmes fragiles dans le pays. Le réseau met également l'accent sur la formation des enseignants, leur fournissant des outils nécessaires pour enseigner l'environnement de manière efficace. Cette approche du réseau des écoles associées à l'UNESCO du Mali vise à former une nouvelle génération de citoyens maliens responsables, conscients des enjeux environnementaux.
Voilà, à cette heure passée de 28 minutes à Balamassala se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en onde, il y avait Mamadou Boubacar Diallo. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Tenema Monikata. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Mahamadou Keita. Les avis et communiqués avec Doudou Temili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Cheikh Omar Traoré. Excellente suite de programme sur l'ORTM.